J'ai été officier dans les Royal Marines pendant 8 ans et demi. Comme tu peux l'imaginer, j'ai participé à de nombreuses actions de combat réelles et à des opérations de contre-insurrection en Irak et en Afghanistan. Mais ma carrière dans les forces armées m'a également conduit à faire des choses que l'on associe normalement à la police. Comme les Marines font partie de la Royal Navy, nous nous spécialisons dans la guerre amphibie. Nous nous entraînons avec des bateaux rapides, des insertions de bateaux à terre par hélicoptère, de l'escalade de falaises depuis des bateaux, ce genre de choses. Si cela se passe dans l'eau, nous nous entraînons pour cela. Ainsi, lorsque le gouvernement britannique avait besoin de quelqu'un pour faire un travail dans les Caraïbes ensoleillées, ils nous ont choisis. Et quand j'ai entendu un camarade dire que nous allions partir pour les Caraïbes, j'ai pensé qu'il plaisantait. Nous avions passé 6 mois à Helmand l'année précédente, lors d'une mission d'hiver aussi, donc il faisait terriblement froid parfois, surtout la nuit. Par conséquent, l'idée d'aller en opération dans l'une des principales destinations de vacances du monde avait un grand attrait, et je dois admettre que lorsque j'ai su exactement ce que nous ferions, j'étais beaucoup plus excité que je n'aurais probablement dû l'être. Nous avions chassé des talibans et des insurgés irakiens pendant les dernières années, mais dans les Caraïbes, nous allions traquer des trafiquants de drogue. La façon dont on me l'a expliqué était que le gouvernement britannique voulait réduire la quantité de cocaïne qui était trafiquée vers le Royaume-Uni. Comme nous avions de nombreux liens diplomatiques avec les membres caribéens du Commonwealth, nous pouvions opérer dans leurs eaux, qui se trouvaient également être utilisées par certains des trafiquants de drogue les plus actifs du monde. Si nous pouvions les arrêter plus près de la source, il leur serait beaucoup plus difficile de transporter le produit à travers l'Atlantique. Bien que les opérations soient beaucoup moins agressives en termes de force létale appliquée, elles promettaient d'être beaucoup plus rapides, ce qui, après des mois à esquiver des IED, semblait être un changement de rythme très bienvenu. Pendant les premières semaines de déploiement, nous avons pratiqué le déploiement rapide avec les bateaux rapides. Nous nous sommes entraînés avec les armes spécialisées que nous utiliserions, ce genre de choses. Puis sont venues les premières interdictions, où nous nous sommes lancés vers un soi-disant bateau de pêche. La plupart des vrais pêcheurs n'ont pas 2 sous à frotter ensemble, et encore moins assez d'argent pour un moteur hors-bord de dernière génération. Nous avons fouillé le bateau, confisqué toute drogue et avons continué. La plupart du temps, les types avec les drogues ne sont que des messagers avec un salaire terrible. Donc, la dernière chose qu'ils veulent faire est de s'affronter aux commandos marines. Cela ne valait tout simplement pas la peine de perdre la vie pour cela. Donc, en général, les marins sur les bateaux coupables se rendaient dès que nous apparaissions, ce qui, honnêtement, nous convenait parfaitement. Autant nous aimons un combat, je pense souvent à l'ancien poète guerrier Ice Cube, qui a dit « Si la journée ne nécessite pas l'utilisation d'un AK, c'est bien ». 90% de toutes les interdictions que nous avons effectuées ont été complètement non violentes, et environ 40% d'entre elles ont impliqué des saisies réelles de stupéfiants. Mais de toutes les opérations que nous avons effectuées dans les Caraïbes, une seule m'a vraiment marqué, parce que c'était la seule où les choses ont vraiment mal tourné. Une grande partie de toute action de interdiction était de s'assurer que nous avions un représentant des eaux de la nation dans laquelle nous opérions, ce qui en faisait une force de tâche conjointe plutôt que de simples Britanniques tournant autour des Caraïbes et confisquant des drogues. Pendant que nous étions basés à la Barbade, cette personne était l'inspecteur en chef Raggy Mason. Je n'ai aucune idée de comment il a obtenu le nom de Raggy, et il ne m'inspirait pas beaucoup de confiance quand le chef de la police locale se présente avec un surnom, mais Raggy m'a spectaculairement prouvé le contraire en se révélant être un pratiquant diligent, travailleur et astucieux de la loi. Si j'étais résident de Bridgetown, je dormirais beaucoup mieux en sachant que Raggy patrouillait. Travailler côte à côte dans ces conditions, il est difficile de ne pas s'attacher aux personnes quand on risque sa vie avec elles, même quand, avouons-le, il n'y a pas autant de risques. Ce lien de frères d'armes se forme, un cliché, je sais, mais certaines choses obtiennent ce statut de cliché pour une raison. Parce qu'elles sont comme une vérité universelle ou quelque chose du genre. Le fait est que, malgré toutes les blagues de Scooby-Doo, nous aimions Raggy et Raggy nous aimait, ce qui rendait beaucoup plus difficile de supporter ce qui nous est arrivé ensuite. Nous nous reposions sous le pont lorsque nous avons reçu la nouvelle que nous allions effectuer une opération de interdiction. Nous nous sommes équipés et sommes montés dans l'un des bateaux rapides, puis nous nous sommes précipités à travers la mer des Caraïbes vers l'endroit où notre radar avait détecté l'embarcation cible. La première chose que j'ai remarquée lorsque le bateau est apparu en vue, c'est qu'il était beaucoup plus grand que notre proie habituelle. Normalement, nous traquions ce qu'on appelle des bateaux cigarettes,
Des embarcations fines, légères et à haute vitesse qui sont parfaitement adaptées pour atteindre la côte et revenir le plus rapidement possible. Mais celui qui est apparu à l'horizon était énorme en comparaison, avec une cale beaucoup plus grande ainsi qu'un petit pont pour le capitaine. Nous savions qu'il nous avait vus lorsque nous avons vu un petit bateau à moteur s'éloigner rapidement de l'embarcation, ce qui est une pratique courante lorsque des contrebandiers bien positionnés sont à bord. Nous pensions donc avoir fait une grosse prise et l'ambiance est montée en conséquence. Une fois que nous nous sommes correctement identifiés, les types sur le bateau ont permis à contre-cœur que nous montions à bord. Ils insistaient sur le fait qu'ils n'étaient que des pêcheurs, et pour être juste, ils l'étaient probablement. Les contrebandiers ont tendance à s'échapper quand nous arrivons, mais pas le propriétaire du bateau. Une fois que nous avons sécurisé le pont, nous avons trouvé l'entrée de la cale et sommes descendus. Raggy fut le premier à entrer avec une lampe de poche à la main, et bien que nous ayons nos armes prêtes, je dois admettre que nous ne pensions vraiment pas les utiliser. Donc, aussi tactiquement que nous sommes entrés, ce n'était rien comme les nettoyages de chambres à haut risque que nous avions effectués en Irak et en Afghanistan. Maintenant, imagine la cale de ce bateau. Elle est assez grande, mais encore pas assez grande pour être complètement debout, et tout est empilé de manière désordonnée en 3 rangées approximatives, laissant 2 petits espaces de type couloir pour que nous puissions nous déplacer. Nous avons vu 2 pièces de cargaison qui semblaient idéales pour la contrebande. Un ensemble de grandes caisses étiquetées comme matériel de pêche et un ensemble de grands fûts d'huile qui semblaient contenir du carburant. Les fûts contenaient certainement un type de liquide, mais cela ne signifiait pas qu'ils n'avaient pas de paquets sous vide de stupéfiants également. Cependant, comme il prendrait plus de temps pour les fouiller que les caisses, nous avons convenu de sécuriser d'abord les caisses avant de passer au fût. Comme d'habitude, Raggy était en tête, pour pouvoir dire à la communauté internationale que c'était une opération dirigée par la Barbade. Il glisse dans l'un des couloirs improvisés jusqu'à atteindre les caisses empilées, puis se penche en avant et regarde autour de l'arrière d'elle pour vérifier s'il y a quelque chose caché entre elles et la coque. J'ai vu ses yeux s'écarquiller en voyant quelque chose, mais avant qu'il ne puisse réagir, j'ai vu un éclair d'acier à la lumière de nos lampes de poche avant que Raggy ne s'effondre en avant. J'ai commencé à tirer vers les caisses, essayant de tirer sur quiconque était caché derrière elle pour tendre une embuscade à Raggy. Une seconde plus tard, l'assaillant caché est tombé en avant avec plus de trous qu'un fromage gruyère. Maintenant, nous étions dans le double des problèmes, parce que non seulement un de nos hommes était gravement blessé, mais les trous de balles signifiaient que l'embarcation était en sérieux danger de couler. Pas un danger immédiat, mais à en juger par les fuites dans la coque en bois, il avait peut-être 1 heure ou 2 avant de se pencher et 4 ou 5 avant de couler complètement, à moins qu'il ne soit remorqué au port et réparé rapidement. À ce stade, il faut prendre en compte que dès que j'ai vu quelqu'un attaquer Raggy, j'ai simplement réagi et neutralisé la menace immédiate. Je n'ai pas vraiment vu à quel point il était blessé, j'ai juste vu l'attaque. Mon faisceau de lumière était concentré sur les caisses et presque tout le reste dans la cale était à nouveau plongé dans l'obscurité. Une fois que nous étions sûrs que la menace avait disparu, j'ai commencé à vérifier Raggy. J'ai illuminé avec ma lampe de poche et j'ai vu le visage de Raggy, ses yeux grands ouverts avec ce regard de choc encore clair comme le jour, et il y avait un peu de sang autour de ses lèvres, donc je savais qu'il n'était pas en bon état. Puis j'ai remarqué la quantité de sang sur le pont et ensuite j'ai remarqué ce qui me hante depuis. La tête de Raggy n'était pas attachée à son corps. Elle était simplement là, à côté du moignon de son cou, qui saignait encore. Son assaillant avait dû passer sa machette directement sur son cou, ce qui signifiait qu'il la maintenait abominablement aiguisée. En plus du fait qu'ils étaient cachés là, alors qu'ils auraient pu s'échapper dans le bateau, ou au moins faire semblant d'être des pêcheurs, on en arrive à la conclusion que ce monstre voulait littéralement juste tuer quelques policiers ou marines. Normalement, lorsqu'il y a une perte en opération, il y a une procédure assez standard que nous suivons. Sécuriser la zone, fournir les premiers soins, ce genre de choses. Mais ce n'était pas comme si c'était juste une blessure par balle à la jambe, quelque chose à quoi nous pourrions mettre un garrot après avoir appliqué un peu de pression. Raggy était mort, sans aucun doute. Il n'y avait rien que nous puissions faire pour lui. Évidemment, nous avons dû attendre pour une évacuation médicale et tout cela, sortir les 2 corps du bateau avant d'arrêter les types à bord. Ce n'est qu'alors que nous avons pu fouiller la cale, qui à ce moment-là se remplissait déjà d'eau de mer mélangée au sang de Raggy. Une fois cela fait, ce n'était plus notre affaire. Nous sommes retournés sur le bateau tandis qu'un autre personnel de la Royal Navy prenait en charge et remorquait le bateau de pêche vers un port. Nous avons eu un briefing, nous avons examiné où nous nous étions trompés, et l'OC,
officier en commande, m'a dit qu'on m'offrirait le propre type de conseil sur les traumatismes de la Royal Navy une fois que nous serions de retour au Royaume-Uni. Mais à part cela, ils m'ont laissé seul pour traiter la décapitation soudaine de quelqu'un que j'avais énormément apprécié. C'était sombre et, dans une certaine mesure, c'est juste la nature du travail. Mais même dans mes déploiements en Irak et en Afghanistan, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi grotesque que la tête décapitée de Raghi simplement là, sur le pont de la cale. Que pensez-vous lorsque quelqu'un mentionne Cuba? Probablement des cigares, la crise des missiles, toutes ces voitures des années 50 qu'il possède, peut-être même la musique cubaine comme Buena Vista Social Club. Mais chaque fois que j'entends le mot Cuba, je pense à mon vieil voisin, Ricardo. Ricardo, ou Ricky comme il insistait pour qu'on l'appelle, vivait dans l'appartement au-dessus du mien à Miami lorsque je travaillais là-bas. Lui et son copain passaient souvent les soirées sur le petit balcon près de la porte de leur appartement et ils m'offraient toujours un daiquiri ou un saoko lorsque me voyaient rentrer du travail. Un daiquiri, je pouvais le refuser, mais un saoko, absolument pas. Pour ceux qui ne le savent pas, un saoko est un cocktail de rhum fait avec de l'eau de coco. La première gorgée te fait penser « c'est nouveau, je ne suis pas sûr d'aimer, mais c'est nouveau ». La deuxième gorgée, c'est comme « d'accord, je commence à m'habituer à ça ». Et à la troisième gorgée, tu te dis déjà « c'est ma vie maintenant, vive la vie du saoko ». Alors là, j'étais un Américain d'origine irlandaise de Long Island, traînant avec mes voisins gays quelques heures chaque semaine. La conversation ne dépassait jamais les banalités, et je ne prêtais vraiment attention que lorsqu'ils me donnaient des conseils sur comment draguer des Cubaines. Donc, ce n'est pas comme si nous parlions de sujets très profonds. Mais un jour, ma curiosité a pris le dessus, et j'ai commencé à poser des questions à Ricky sur Cuba. La plupart des Cubains sourient immédiatement lorsque tu leur demandes des nouvelles de leur patrie, même avec toutes les folies qui s'y sont produites. Ils te disent à quel point ça leur manque, parlent de la famille qu'ils ont laissée derrière eux. Tu obtiens une sensation générale que c'est un pays foutu, mais qu'ils aiment quand même, quelque chose que la plupart des Américains comprennent, je pense. Mais pas Ricardo. Ricardo n'avait pas un seul mot positif à dire sur Cuba, et cela m'a immédiatement paru étrange. Peut-être aurais-je dû rester à ma place. Ce n'est pas exactement la conversation la plus polie ou bien intentionnée de demander « Hé, raconte-moi tous tes traumatismes d'enfance, mon pote ». Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Bien sûr, je voulais mieux connaître mes voisins, mais je voulais aussi savoir ce qui s'était passé pour qu'un Cubain, de tous les peuples, montre tant de mépris pour son pays d'origine. Quand j'ai finalement posé la question fatidique de savoir comment il avait fini par déménager aux États-Unis, Ricardo a soupiré, et son copain Andrew s'est immédiatement levé pour remplir leur verre, comme s'il savait ce qui allait arriver. Et c'est ainsi qu'il a commencé à me raconter son histoire. Je vais faire de mon mieux pour me souvenir exactement de ce qu'il a dit. Et si tu lis ceci, et que tu remarques que j'ai fait une erreur dans certains détails, je suis vraiment désolé mon ami, je vais faire de mon mieux. Ricardo avait seulement 19 ans à la fin des années 50, un jeune homme vivant à La Havane qui avait découvert qu'il n'était pas comme les autres garçons. Les mots de Ricardo, pas les miens. Il a dit que la vie n'était pas géniale pour un jeune gay, car la culture latine a toujours été très orientée vers la masculinité, mais ce n'était pas non plus horrible. La Havane était un lieu hédoniste, et il était relativement facile pour lui de se mêler à la scène festive. Il travaillait comme barman et arrangeur pour beaucoup de riches Américains qui venaient, et il dit même qu'une nuit, il a rencontré Sammy Davis Jr. avant qu'il ne devienne super célèbre avec le Rapac. Alors, comme je l'ai dit, la vie était plutôt bonne pour Ricky. Ce n'est pas qu'il y avait une parade de la fierté chaque année, et Ricardo avait encore des problèmes pour que sa famille l'accepte quand ils ont compris sa situation, mais il avait un petit ami régulier, et ses perspectives de carrière étaient assez élevées, selon ce qu'il m'a dit. Mais ensuite est venue la révolution, et cela a tout changé. Selon les propres aveux de Ricardo, il a complètement soutenu la révolution au début. Cuba pour les Cubains avait un sens total, surtout quand un dictateur brutal avait transformé la capitale en un terrain de jeu pour les mafieux américains. Meyer Lansky et Lucky Luciano passaient beaucoup de temps là-bas parce que le gouvernement de Batista était plus corrompu qu'un flic mexicain et leur donnait carte blanche pour exécuter n'importe quelle escroquerie qu'ils voulaient. Alors, au début, Ricardo soutenait totalement les gars du 26 juillet. Les révolutionnaires ne se disaient pas communistes ou socialistes à l'époque, et ils ont célébré la victoire révolutionnaire en 1959.
Mais à mesure que les révolutionnaires prenaient le contrôle total, leur promesse d'une Cuba libre ne s'appliquait qu'à certains groupes de personnes. Et tristement, la communauté LGBT n'en faisait pas partie. Ricardo a dit que les choses ne se sont pas dégradées du jour au lendemain, mais que l'homophobie qui existait déjà est devenue plus ouverte. Avant, l'homosexualité n'était pas exactement célébrée, mais elle était définitivement tolérée. Mais maintenant, avec Castro au pouvoir, des choses comme des coiffures longues ou extravagantes, des pantalons serrés, des chemises colorées, ou même ceux qu'on appelait des manières efféminées, étaient vus comme des indicateurs qu'un homme était gay, et ils étaient fortement encouragés à se corriger, entre guillemets. Personne ne te frappait à la porte et ne te traînait si tu étais gay. Mais sortir en public avec tes pantalons Daisy Dukes pouvait te causer beaucoup de problèmes si les révolutionnaires te trouvaient. Mais ensuite est venue la nuit des 3 P. C'était censé être une grande rafle policière à la Havane, ciblant 3 types d'individus, les femmes de la nuit, leurs proxénètes et les prédateurs visant les enfants. Castro a déchaîné sa police de la moralité à ce moment-là. Je veux dire, qui ne va pas le soutenir? Alors toute l'affaire a reçu beaucoup de soutien de la part du Cubain moyen, surtout dans les zones rurales. Mais la réalité n'était pas qu'ils arrêtaient de mauvaises personnes, mais qu'ils ramassaient simplement toute personne ouvertement gay et disaient qu'ils étaient un proxénète, une prostituée ou, pire encore, quelqu'un qui agressait des enfants. Ricardo lui-même avait grandi dans une zone rurale et n'était pas aussi flamboyant que son copain à l'époque. Je suppose que tu pourrais l'appeler Butch de nos jours, comme il l'a dit lui-même. Alors il pouvait essentiellement passer pour hétéro. Mais son copain, celui qui aimait s'habiller en femme dans certains des clubs les plus audacieux, les révolutionnaires lui ont littéralement mis un sac noir sur la tête, lui ont cassé tous les doigts en lui mettant les menottes et lui ont accidentellement frappé la tête contre le cadre de la porte en le sortant de l'appartement. Seulement quand les gens parlaient du mauvais traitement de leurs amis ou de leurs proches aux mains de la police, ils étaient accusés d'être contre-révolutionnaires. Ricardo a dit que lorsqu'il s'est confronté à Castro, celui-ci était totalement intransigeant sur son homophobie. J'ai trouvé cette citation pour te donner une idée. Nous ne croirons jamais qu'un homosexuel pourrait incarner les conditions et les exigences de conduite qui nous permettraient de le considérer comme un véritable révolutionnaire, un véritable militant communiste. Une déviation de cette nature choque avec le concept que nous avons de ce que doit être un militant communiste. Qu'est-ce que cela signifie? Selon Fidel, tu ne peux pas être gay et être un bon communiste, comme si ces deux choses étaient mutuellement exclusives. Vers cette époque, la Rampa, une zone avec de nombreux clubs nocturnes populaires auprès de la communauté LGBT, a commencé à être ciblée par la police comme un centre d'activité contre-révolutionnaire. Ricardo a décidé qu'il était temps de quitter Cuba. Ricardo a dit qu'il a réussi à partir dans les années 70, l'un des rares chanceux à le faire, mais certains de ses amis n'ont pas eu cette chance, et c'est alors que j'ai entendu parler des camps de concentration. Ricardo a dit que son copain a été arrêté et libéré plusieurs fois avec des accusations insensées jusqu'à ce qu'il soit arrêté par la police militaire et qu'il n'est jamais revenu. Peu après, Ricardo a entendu parler des unités militaires d'aide à la production, UMAP. Une traduction approximative serait Unité militaire d'aide à la production. Elle se présentait comme une sorte d'alternative au service militaire régulier. Ceux qui n'étaient pas mentalement ou physiquement aptes au service obligatoire dans l'armée, la marine ou l'armée de l'air pouvaient rejoindre ces unités et aider la révolution à leur manière spéciale. Ça a l'air génial, non? Eh bien, ces choses étaient tout sauf cela, parce que ce que les UMAP étaient vraiment, c'était juste une série de prisons pour pacifistes, religieux, témoins de Jéhovah, hippies, objecteurs de conscience, des groupes comme ça. Mais, de loin, la grande majorité des personnes envoyées dans ces camps étaient des hommes gays. Le gouvernement cubain pouvait te jeter dans l'un de ces camps pendant 3 ans sans t'accuser de rien, et il le faisait régulièrement. Fidel a plus tard fermé les camps après des protestations internationales contre CE qui étaient essentiellement des camps de travail esclaves, mais à ce moment-là, l'ex-copain de Ricardo, qu'il n'avait pas vu ou entendu l'un de l'autre depuis 3 ans, a été forcé de subir une thérapie d'aversion. Au début, j'ai mal compris Ricardo, et j'ai pensé qu'il avait dit thérapie de conversion, ce qui, comme la plupart des gens le savent, c'est quand tu essaies de convertir les personnes gays en hétéros. J'aimerais penser que la plupart d'entre vous seraient d'accord pour dire que c'est une idée cruelle et terrible. Mais ce n'est pas ce que Ricardo a dit. Il a dit thérapie d'aversion, qui est, en fait, horriblement différente de la thérapie de conversion à plusieurs égards. Tout d'abord, la thérapie d'aversion n'essaie pas de te réhabiliter ou quoi que ce soit, ça c'est hors de la table. Tout ce qu'elle essaie de faire,
c'est de te retirer quelque chose et de le transformer en quelque chose que tu détestes. Et cela se fait en te montrant des images, des films, de l'audio ou autre de cette chose et en te torturant essentiellement en même temps pour que tu en viennes à associer cette chose à la douleur, la peur et la tristesse. Et c'est ce qui est arrivé à l'ex de Ricardo à Cuba, tandis qu'il essayait de commencer sa nouvelle vie à Miami. Il lui montrait des images homoérotiques tout en le soumettant à des simulations de noyade, des électrochocs et des passages à tabac. Et quand j'ai demandé à Ricardo comment il savait tout ça, s'ils avaient été séparés si longtemps, il m'a dit que son ex est apparu à Miami en 1980 après le Mariel Boatlift. Castro a essentiellement sorti un tas de gars gays de prison et leur a dit de monter sur des bateaux dans le port de Mariel et a dit à tout le monde qu'il avait tiré la chasse des toilettes de Cuba. Ricardo a dit qu'il a à peine reconnu son ex quand il l'a vu. 15 ans avaient passé, mais il avait l'air d'avoir vieilli d'environ 40 ans. Il était brisé et ne pouvait pas supporter d'être près de tant d'autres Cubains, et Ricardo a dit que son ex a déménagé en Ohio peu de temps après. Je sais que ce n'est pas une histoire de peur traditionnelle, mais je dois être honnête et dire que je pense que les choses surnaturelles sont un peu stupides. Elles ne sont pas réelles, donc elles ne font pas peur. Mais ce qui est arrivé à Ricardo et à ses amis, cela s'est vraiment passé. J'ai fait beaucoup de lectures sur le sujet après avoir entendu son histoire, et pas un seul mot de CE qu'il m'a dit n'était exagéré. Je ne pouvais pas me sortir l'idée de la thérapie d'aversion de la tête pendant des jours. C'est essentiellement la même chose que dans ce film Orange Mécanique, forçant les gens à voir des choses tout en leur injectant des drogues ou en les torturant. L'idée que tu peux faire en sorte que quelqu'un déteste quelque chose qu'il aimait ou lui retirer l'amour de sa vie en lui faisant craindre d'être intime avec n'importe quel genre qui l'attire, dis-moi que ce n'est pas un cauchemar vivant. Sérieusement, dis-moi que ce n'est pas un destin pire que la mort. Seulement Stephen King ne l'a pas inventé. Ça s'est vraiment passé. Et je ne peux pas croire que je n'en savais pas plus à ce sujet jusqu'à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir bien raconté l'histoire de Ricardo. Je ne vois pas Ricardo être un redditor, donc j'aimerais penser que je fais quelque chose de bien en partageant son histoire. Je ne peux tout simplement pas imaginer passer par CE que lui et son ex ont vécu, un véritable cauchemar vivant. Et, au risque de paraître idiot et ringard, cela me fait vraiment apprécier le genre de vie que nous sommes libres de mener aujourd'hui. Je sais que la société n'est pas parfaite, mais, mon Dieu, combien nous avons progressé. Soyez bons les uns envers les autres. Tu te souviens du lycée? Y avait-il un garçon blanc qui pensait être Rastafari? Tu sais, une obsession malsaine avec Bob Marley, toujours habillé en vert, jaune et rouge, faisant des commentaires sur le fait de fumer de l'herbe ou disant Boumbaclo. Eh bien, si tu as connu quelqu'un comme ça, tu comprendras comment étaient mon ami Ryan et moi. Nous étions ces gars-là, complètement défoncés, déterminés à nous laisser pousser des dreadlocks à un moment donné, même si nous ne nous sommes jamais vraiment engagés. Alors imagine mon excitation lorsque mes parents ont annoncé que la destination des vacances familiales de l'été 2014 serait la Jamaïque. Nous ne resterions pas à Kingston, mais près d'un endroit appelé Montego Bay, sur le côté ouest de l'île. Je m'en fichais pas mal, j'étais extatique à l'idée de visiter Sion pour la première fois. Mes parents n'étaient pas dupes, ils étaient impatients de se détendre dans le complexe 4 étoiles qu'ils avaient choisi pour nous. Et ils savaient que j'étais excité pour quelque chose de complètement différent. Alors avant de partir, ils m'ont fait asseoir et m'ont expliqué que sous aucun prétexte je ne devais avoir des ennuis. Je me souviens avoir tenté de me défendre, mais ils avaient raison. Je prévoyais d'explorer Montego Bay dès que possible pour trouver un contact. Et même si je promettais de ne pas chercher de ganja, c'était une promesse complètement vide, et j'étais en ville seulement quelques heures après l'atterrissage, reniflant l'air à la recherche de cette odeur caractéristique. Selon CE que j'ai lu sur Reddit, s'approcher du premier type qui vendait probablement aurait pour résultat de se faire horriblement arnaquer, et ça, je ne le voulais définitivement pas. La meilleure façon de trouver un contact serait de marcher vers les parties les plus tranquilles et moins touristiques de la ville, de se lier d'amitié avec quelqu'un, puis de lui demander de te rendre un service. Si tu pouvais leur faire confiance pour acheter pour toi, peut-être en leur donnant une incitation en argent, tu dépenserais moins d'argent et obtiendrais un produit bien meilleur que ceux que tu pourrais obtenir autrement. C'est exactement ce que j'ai fait. Le complexe où nous étions fournissait des taxis gratuits qui allaient et venaient de la ville, alors j'ai simplement sauté dans l'un d'eux et me suis dirigé pour obtenir un peu de cette herbe sacrée.
L'excitation que je ressentais était comparable à celle d'un enfant la veille de Noël. J'étais pratiquement en train de vibrer, une sensation de jubilation juvénile que, honnêtement, je crois que je n'ai jamais ressentie depuis lors. Mais je ne savais pas que je commettais l'une des plus grandes erreurs de ma vie. Là, j'étais, errant dans le centre de Montego Bay, montant vers une banlieue appelée Shantytown. J'aurais probablement dû m'en rendre compte par le nom, mais au cours d'une vingtaine de minutes de marche, le paysage est devenu de plus en plus rude et rural. Quand je suis arrivé à Shantytown, le paysage a vraiment commencé à être à la hauteur de son nom. Ce n'étaient pas exactement des cabanes en tôle, mais c'était définitivement loin des zones touristiques et amicales de Montego Bay. Comme tu peux l'imaginer, il n'a pas fallu longtemps avant que je sente cette odeur caractéristique de l'herbe. Comme un missile à tête chercheuse, j'ai suivi sa source. C'était presque comme un dessin animé, marchant et reniflant l'air, suivant l'arôme de plus en plus puissant jusqu'à ce que, tout à coup, je tourne un coin et me retrouve face à face avec 4 types que j'ai simplement supposés être des rastas. Ils écoutaient du reggae, fumaient de la marijuana, passaient une bouteille de rhum et tout semblait être une bonne fête. Mais dès qu'ils m'ont vu, ils n'ont pas montré cette attitude de « Hey, frère, viens t'asseoir » que j'attendais, c'était pure animosité. Le premier type qui a parlé avait un accent jamaïcain si fort et parlait un patois si épais que je n'avais littéralement aucune idée de ce qu'il disait. Je suis resté là pendant 1 minute, la bouche ouverte, me rendant compte que j'étais totalement mal préparé pour ma possible transaction. Finalement, l'un des autres types dit quelque chose comme « Il demande pourquoi tu es ici, mec ». J'ai seulement balbutié quelque chose à propos d'être un visiteur d'Amérique et ils ont éclaté de rire avant que le même type ne dise « Ça a du sens ? Tu penses que tu peux simplement entrer dans le jardin de quelqu'un d'autre ?» Je me suis senti comme un idiot, alors je me suis excusé et j'ai commencé à m'éloigner, mais juste au moment où je le faisais, ils ont tous dit « Non, non, mec blanc, où vas-tu ? On plaisante juste. » À ce moment-là, je pensais que j'étais pratiquement de retour dans le jeu. Alors je suis retourné nerveusement dans le jardin du type et je me suis assis sur un petit tabouret en plastique de taille enfant, car c'était la seule chose sur laquelle s'asseoir. 6 types me posaient toutes sortes de questions. D'où je venais, quel âge j'avais, et ensuite, ils étaient très intéressés par pourquoi j'aimais tant Bob Marley. Alors j'ai commencé à expliquer, et alors ils étaient à moitié impressionnés et à moitié moqueurs, m'appelant toujours mec blanc, mais maintenant m'offrant des tours avec leurs joints. J'ai traîné pendant un moment, attendant le bon moment pour leur demander d'acheter de l'herbe, et pendant que j'attendais, ils ont sorti une énorme pipe longue et ont aussi commencé à fumer avec ça. Quand j'ai pris un tour avec la pipe, j'étais complètement défoncé. Ils ont insisté pour que je prenne des bouffées de plus en plus profondes, jusqu'à que ma gorge soit si sèche que je suppliais pratiquement pour une gorgée de leur rhum, juste pour arrêter de tousser. Mais comme tu peux l'imaginer, ça n'a fait que me sentir pire et pas longtemps après, j'ai décidé que je devais partir avant de vomir. Mais évidemment, je ne pouvais pas partir sans obtenir mon herbe. Je pensais que je pourrais ne pas avoir une autre chance. Du moins, c'est comme ça que le voyait mon esprit jeune, stupide et intoxiqué. Alors je me suis levé, titubant un peu à cause de tout l'alcool et de l'herbe, et j'ai demandé aux types s'ils avaient quelque chose à vendre. L'un d'eux a dit « bien sûr », s'est levé et m'a conduit à la maison derrière eux. Je l'ai suivi dans des escaliers et nous parlions des prix tout le temps, tout en dollars américains bien sûr, ce qui, je pensais, rendrait la transaction plus attrayante. Puis nous sommes arrivés dans une pièce à l'étage qui semblait n'être utilisée que pour le stockage. Il y avait toutes sortes de meubles cassés partout, un réfrigérateur cassé, des tuyaux lâches, toutes sortes de déchets. Ça avait du sens de garder leurs trucs là-bas, je suppose. Mais quand le type m'a arrêté et m'a dit de fermer les yeux, j'ai commencé à penser que quelque chose était un peu bizarre. Pourquoi ? Je me souviens avoir demandé. « J'ai un échantillon pour toi, quelque chose de spécial. Ça va ouvrir ton esprit à la vérité, tu comprends ?» J'étais suffisamment convaincu, nerveux, mais convaincu. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai senti le type mettre quelque chose de froid et métallique contre ma bouche. J'ai supposé que c'était une autre pipe, alors j'ai commencé à fumer. J'étais en train de planer, d'accord ? Avant d'entendre le type commencer à rire, un rire horrible et sinistre. J'ai ouvert les yeux et ce n'était pas l'embout d'une pipe que j'avais entre les lèvres. C'était un fusil à canon unique et pour autant que je sache, il était chargé. Je suis resté là, figé sur place pendant que le type riait de moi. Tu devrais savoir mieux que d'entrer dans la maison d'un homme étranger, mec blanc. Ensuite, en utilisant le canon qu'il avait dans ma bouche pour me pousser,
Il m'a ramené vers la porte et nous avons redescendu les escaliers, tout avec le fusil dans ma bouche. Tu te dis probablement, il n'y a pas moyen qu'il ait eu le fusil dans la bouche tout le temps, se déplaçant dans les couloirs et descendant les escaliers. Et tu aurais absolument raison, parce qu'à chaque fois que le canon sortait de ma bouche, me coupant les coins des lèvres ou frappant une de mes dents en le faisant, le type criait toujours quelque chose comme « Remets-le dans ta bouche, mec blanc ». J'étais presque au bord des larmes quand nous sommes revenus dans le jardin et les amis du type ont commencé à rouler par terre en riant de moi. La prochaine chose que j'ai entendue, c'était « Enlève tes chaussures, enlève-les maintenant ». Pour mon horreur absolue, le type a commencé à compter jusqu'à 3. Dès que j'ai entendu le 3, j'ai simplement agi. Littéralement, je n'y ai même pas pensé. Je n'ai pas couru au début parce que je pensais que le type me tirerait dessus si je le faisais. Mais maintenant, il semblait vraiment avoir l'intention de le faire. Alors il avait plus de sens de mourir en courant que de mourir en restant là comme un lâche. Je les ai entendus rire à nouveau pendant que je courais, et j'étais tellement défoncé que je suis tombé sur le visage plusieurs fois en courant sur une pente assez douce et en retournant au centre de Montego Bay. J'ai passé le reste de la journée à essayer de devenir assez sobre et stable pour retourner au complexe sans que mes parents se rendent compte que quelque chose s'était passé. Je devrais probablement préciser à ce stade que, à part cet incident horrible, tous les autres en Jamaïque ont été parfaitement gentils et accueillants. Je déteste donner l'impression de blâmer quelqu'un d'autre que moi-même ici, mais les Jamaïcains étant si amicaux avec les touristes, c'est peut-être ce qui m'a conduit à un faux sentiment de sécurité en premier lieu. Ma mère et mon père ne savent toujours pas que tout cela m'est arrivé, même après toutes ces années, mais je suppose qu'ils soupçonnent quelque chose. En ce qui concerne le reste des vacances, je me suis contenté de me détendre dans le complexe et d'aller en ville seulement quand ils y allaient. Le point est que, si tu es jeune et que tu prévois de faire un voyage ou quelque chose du genre, ne sois pas aussi idiot, impoli ou naïf que moi. Tu ne peux compter sur ton propre charme et sur la gentillesse des étrangers que pendant un certain temps, et si tu cherches des ennuis, tu pourrais bien les trouver. Quand quelqu'un mentionne les Caraïbes, vous pensez probablement à ces plages de sable blanc, ces eaux cristallines et ces célèbres pirates. Cependant, il existe une autre zone des Caraïbes qui est synonyme de phénomènes paranormaux et de disparitions étranges. Nommée d'après l'île à son extrémité nord-est, les occurrences étranges sont si courantes dans la région que son nom est souvent accueilli avec indifférence ou dédain. Mais un incident en particulier a causé la plus grande perte de vie non combattante de l'histoire navale des États-Unis, ce qui peut-être devrait nous pousser à prêter plus d'attention et à approfondir la malédiction et les causes du triangle des Bermudes. Bien que le phénomène n'ait été nommé que depuis environ 70 ans, les incidents dans le triangle remontent évidemment à des centaines d'années. La première mention officielle de disparition étrange survenue dans les Caraïbes est apparue dans le Miami Herald en septembre 1950, bien qu'il faille attendre 2 ans pour qu'un article dans le magazine Fate, intitulé « Le mystère de la mer à votre porte », expose la base des théories du triangle des Bermudes qui persistent encore aujourd'hui. Dans ce bref article, le journaliste George Sand explore la perte de plusieurs avions et navires, y compris la perte du volume 19, un groupe de 5 bombardiers torpilleurs de la marine américaine qui ont disparu lors d'une mission d'entraînement routinière dans la région. Sand a également été le premier à délimiter la zone triangulaire où les pertes se sont produites et a suggéré une explication surnaturelle pour les disparitions. L'incident du volume 19 a été de nouveau couvert dans une édition de 1962 du magazine American Legion, avec l'auteur rapportant qu'on avait entendu le chef du volume dire par radio « Nous entrons dans des eaux blanches, rien ne semble correct. Nous ne savons pas où nous sommes, l'eau est verte, non blanche. » Ils ont également rapporté que la commission d'enquête de la marine a déclaré que les avions avaient volé vers Mars. En CE, qui concerne le volume 19, ce que nous savons avec certitude, c'est que les 5 bombardiers torpilleurs TBM Avenger ont décollé le 5 décembre 1945 et n'ont jamais atterri à nouveau. Le plan de volume de l'escadron les conduisait à l'est depuis Fort Lauderdale pendant 227 km, au nord pendant environ 114 km, puis de retour sur un dernier tronçon de 233 km pour compléter l'exercice. Mais, comme nous le savons bien à ce stade, ni les avions ni les pilotes n'ont été revus.
La marine américaine a initialement attribué cela à une erreur de navigation manuelle qui a entraîné une perte totale de carburant et a envoyé un avion PBM Mariner à leur recherche. Cependant, lorsque l'avion et ses 13 membres d'équipage ont également semblé disparaître de la surface de la Terre, il est devenu clair que quelque chose allait terriblement mal. Les historiens ont suggéré qu'une défaillance du moteur du Mariner a provoqué une explosion tragique en volume, mais qu'un volume de 5 avions et son avion de recherche et de sauvetage disparaissent en l'espace de quelques heures semble être une coïncidence trop grande pour quiconque a l'esprit curieux. Comme nous l'avons déjà mentionné, il y a eu une série de disparitions étranges dans le triangle. La plus ancienne connue remonte au 11 octobre 1492, lorsque Christophe Colomb et l'équipage de la Santa Maria ont rapporté avoir vu une lumière inconnue, quelques jours seulement avant d'atterrir à Guanahani. Au XIXe siècle, de nombreux navires ont été retrouvés abandonnés ou ont complètement disparu. Et, avec l'avènement de l'aviation, le même phénomène a commencé à se produire avec ces derniers également. Mais l'incident sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui implique la disparition de l'USS Cyclops, la plus grande perte de vie non combattante de l'histoire navale des États-Unis. L'USS Cyclops a mis le cap sur Rio de Janeiro le 16 février 1918, transportant du minerai de manganèse à Baltimore. À part un bref arrêt pour se réapprovisionner dans la ville brésilienne de Salvador, le Cyclops a continué son chemin sans autres arrêts programmés. Depuis, il a été suggéré que le Cyclops était surchargé, car il a dû faire un arrêt non programmé à la Barbade en raison d'une ligne de flottaison inhabituellement haute, mais les registres à Rio ont montré que le navire avait été chargé et sécurisé conformément aux mesures de sécurité contemporaines. La seule défaillance mécanique confirmée sur le Cyclops était une fissure dans le cylindre du moteur tribord, mais une inspection a confirmé que cela ne représentait pas une grande menace pour la sécurité du navire et a recommandé que le navire soit renvoyé aux États-Unis immédiatement. Pour une raison quelconque, une rumeur a couru selon laquelle le Cyclops avait été aperçu le 9 mars par le capitaine d'un pétrolier près des côtes de Virginie. Bien que largement rapportée, la rumeur a été complètement démentie par le capitaine du Yamoko, qui a dit qu'il n'avait vu aucun navire de ce genre et n'avait aucune idée de pourquoi quelqu'un dirait le contraire. De plus, étant donné que le Cyclops n'était pas censé arriver à Baltimore avant le 13 mars, il serait hautement improbable que le navire se trouve près de la Virginie à la date en question. Cependant, le Cyclops n'est jamais arrivé à Baltimore et, malgré de nombreuses et vastes opérations de recherche et de sauvetage, aucun débris du navire n'a été trouvé. Le 1 juin 1918, le secrétaire adjoint de la marine, Franklin D. Roosevelt, a officiellement déclaré que le Cyclops était perdu et que tous les 306 membres d'équipage étaient décédés. La nation a pleuré la perte tragique de vie, mais les questions sur le destin du Cyclops sont restées. Une explication possible pour la disparition du Cyclops est la violente tempête qui a frappé la zone des Virginia Cape autour du 10 mars, seulement 3 jours avant qu'il ne soit censé retourner au port. Une tempête violente surchargerait évidemment un navire déjà problématique et pourrait bien expliquer le naufrage et la disparition subséquente du Cyclops. Cependant, l'enquête navale approfondie qui a suivi a conclu que de nombreuses théories ont été avancées, mais aucune qui n'explique de manière satisfaisante la disparition du Cyclops. Cette conclusion a été rédigée, cependant, avant que 2 des navires jumeaux du Cyclops, le Proteus et le Nereus, ne disparaissent en mer pendant la Seconde Guerre mondiale. Les 2 navires transportaient des charges lourdes de minerais métalliques similaires à celui chargé sur le Cyclops lors de son voyage fatal. Dans les 2 CA, on a théorisé que leur perte était le résultat d'une défaillance structurelle catastrophique, mais certains ne sont pas satisfaits de cette réponse, insistant sur le fait que le fil conducteur qui unit les navires n'est pas des problèmes structurels identiques, mais le fait que les 3 navires naviguaient dans le triangle des Bermudes au moment de leur disparition. Tant les scientifiques que les historiens ont proposé des théories qui tentent d'expliquer un phénomène aussi étrange et constant. L'une des explications les plus citées et les enquêtes officielles sur la perte de tout aéronef ou navire est l'erreur humaine, ou peut-être même l'obstination humaine. Dans le cas de l'homme d'affaires Harvey Conover, le riche entrepreneur a navigué directement dans une tempête au sud de la Floride le 1 janvier 1958, déterminé à profiter de son nouveau yacht, le Revonoc. Au final, il a perdu son bateau et sa vie. Le Gulf Stream a également été cité comme un facteur contributif possible. Souvent décrit comme une rivière dans un océan, un petit avion effectuant un atterrissage dans l'eau ou un navire ayant des problèmes de moteur peut être emporté très loin de sa position signalée par le courant.
Une embarcation pourrait subir un type de catastrophe, être déplacée en amont, et ensuite, les sauveteurs cherchent simplement au mauvais endroit. Cela semble être une théorie solide, mais il reste très improbable que 3 grands navires de charge puissent disparaître sans laisser de traces exactement de la même manière. Une autre explication pour certaines des disparitions s'est centrée sur un phénomène naturel étrange et terrifiant connu sous le nom d'éruption de méthane ou simplement de volcan de boue. On a émis l'hypothèse que les éruptions périodiques de méthane peuvent produire des régions d'eau mousseuse qui ne sont plus capables de fournir une flottabilité adéquate pour les navires. Si tel était le cas, une telle zone se formant autour d'un navire pourrait le faire couler très rapidement et sans préavis. Une perspective effrayante similaire à un avion tombant soudainement du ciel. Des rapports du United States Geological Survey décrivent de grandes réserves d'hydrates sous-marins dans le monde entier, y compris des zones au large des côtes du sud-est des États-Unis. Cependant, le United States Geological Survey a également déclaré que l'on ne pense pas que de grandes libérations de méthane se soient produites dans le soi-disant triangle des Bermudes au cours des 15 000 dernières années. Un autre phénomène météorologique moins connu pourrait être le coupable. Les scientifiques ont appelé ce phénomène « bombe d'air ». Une puissante descente d'air froid a été soupçonnée d'être la cause du naufrage du Pride of Baltimore le 14 mai 1986, l'équipage du navire naufragé ayant noté que le vent avait soudainement et violemment augmenté en vitesse. Le docteur James Luchin, expert en événements météorologiques rares, a affirmé que dans des conditions météorologiques très instables, la descente d'air froid de haut en bas peut frapper la surface comme une bombe, explosant vers l'extérieur comme une ligne de tempête géante de vent et d'eau. Comme nous l'avons entendu, il existe de nombreuses explications naturelles et plausibles pour les événements survenus dans le triangle des Bermudes, mais il y a des chercheurs moins conventionnels qui insistent sur le fait que ce sont des événements paranormaux qui sont responsables des disparitions. Une explication cite l'activité OVNI comme la cause des disparitions mystérieuses, tandis qu'une autre blâme la technologie résiduelle de la mystérieuse cité perdue de l'Atlantide. Les partisans du prétendu médium Edgar Cayce prennent sa prédiction selon laquelle des preuves de l'Atlantide seraient trouvées en 1968. L'un de ses travaux peut être cité en disant « Alors que les temples en ruine abritent maintenant des créatures sous-marines en nombre, les grands cristaux de feu Atlante qui ont autrefois fourni tant d'énergie et de pouvoir énormes trouvés en Atlantide existent toujours. » Cayce a également souvent fait allusion à la découverte de la route de Bimini, une formation rocheuse naturelle au fond des Caraïbes. Les croyants décrivent la formation comme une route, un mur ou une autre structure, mais la route de Bimini a prouvé être d'origine naturelle, donc la théorie n'a guère de sens dans le contexte d'une structure fabriquée par l'homme ou plutôt par les Atlantes. Ce qui est clair, c'est que même après une quantité considérable de recherches, il n'est pas tout à fait clair ce qui cause les disparitions de navires et d'avions dans le triangle des Bermudes. Malgré une variété de possibilités naturelles et surnaturelles suggérées, il est difficile de déterminer laquelle est vraie sans récupérer des preuves physiques. De toute évidence, les explications surnaturelles sont terrifiantes, mais même les naturelles sont absolument horrifiantes. Imagine que ton navire coule soudainement sans raison apparente, te submergeant toi et des centaines de tes camarades au fond de l'océan dans un volcan de boue inhabituel, ou que ton avion soit abattu du ciel par l'une de ces bombes d'air. Cela ne fait que démontrer que la nature elle-même peut être bien plus effrayante et mortelle que toute explication surnaturelle, et que pointer du doigt la cité perdue de l'Atlantide, ou les ovnis, ajoute un peu d'émerveillement et d'excitation à quelque chose qui serait autrement écrasant, insensé et aléatoire. Alors souviens-toi simplement, la prochaine fois que tu seras sur ce croisière des Caraïbes ou que tu voleras vers la Jamaïque pour prendre le soleil. Si le temps commence à empirer ou si le navire commence à s'enfoncer un peu plus dans l'eau, tu pourrais être la prochaine victime du triangle des Bermudes. En 1982, sur le marché d'un petit village haïtien connu sous le nom de l'Istéra, un homme s'approcha d'une femme et la salua chaleureusement, comme s'il ne l'avait pas vue depuis longtemps. La femme le regarda simplement avec stupéfaction, sans dire un mot. Cela pourrait être considéré comme inhabituel, car le couple était en fait frère et sœur, et il est vrai qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. L'homme s'identifia de nouveau et demanda à sa sœur pourquoi elle n'était pas contente de le voir. Mais lorsque les spectateurs entendirent le nom de l'homme, la terreur et la panique se répandirent sur le marché. Vous voyez, le nom de cet homme était Clervius Narcisse,
et il avait été enterré dans le cimetière local 18 ans avant ce jour. À peu près à la même époque, un homme nommé Wade Davis étudiait pour un doctorat en ethnobotanique à Harvard. Une étude sur les plantes psychoactives utilisées parmi les diverses tribus indigènes des Amériques l'avait conduit à travers toute l'Amérique centrale et du Sud, ainsi que les Caraïbes, et maintenant on lui demandait de rejoindre son ancien professeur d'université pour une tâche assez inhabituelle. Lorsqu'on lui demanda s'il pouvait partir pour la nation insulaire d'Haïti dans les 14 prochains jours, il répondit affirmativement, ne souhaitant pas manquer quelque chose d'aussi mystérieux et attrayant. 2 jours plus tard, Davis rencontra le docteur Nathan Klein dans un appartement à Manhattan où on lui remit le certificat de décès de Clervius Narcisse, daté du 2 mars 1962. Ils allaient essayer de résoudre le mystère d'un homme qui était revenu d'entre les morts. La nuit du 30 avril 1962, Clervius Narcisse, alors âgé de 40 ans, s'enregistra à l'hôpital se plaignant de fièvre, de douleurs corporelles et de sang dans la salive. Quelques jours plus tard, il fut déclaré mort par 2 médecins, l'un américain et l'autre haïtien. 2 de ses sœurs assistèrent à son corps, qui fut ensuite enterré le 3 mai. Après sa résurrection apparente, Clervius affirma qu'un de ses frères avait lancé une malédiction vaudou sur lui en représailles à un conflit foncier. Après avoir été enterré, il fut ressuscité peu de temps après, avant d'être fouetté, ligoté et emmené travailler comme esclave dans la région nord d'Haïti. Là, il travailla la terre comme un esclave sans esprit pendant les 2 années suivantes, jusqu'à ce que la mort du maître rompe son sort. Il affirma être resté éloigné de l'Hystéra pendant les 16 années suivantes par peur de son frère, mais décida ensuite de revenir après avoir entendu parler de sa mort. En saluant sa sœur sur le marché, ce jour-là, elle ne lui donna pas la réaction qu'il attendait. Plus tard, elle dit avoir remarqué une cicatrice sur sa joue datant de 18 ans auparavant, lorsqu'un clou mal placé lui avait attrapé la peau en fermant le couvercle de son cercueil. Elle lui offrit de l'argent et lui dit de partir. Wade Davis avait conclu qu'une plante africaine, Datura stramonium, pourrait avoir été utilisée comme base d'un poison et pourrait avoir été introduite en Haïti avec les traditions africaines. Le Datura stramonium pourrait être utilisé dans un mélange qui, lorsqu'il est frotté sur la peau, aurait une variété d'effets, y compris des hallucinations, des délires, de la confusion, de la désorientation et de l'amnésie. À forte dose, il pourrait plonger un humain dans un état de stupeur ou même causer la mort. À son arrivée en Haïti, Davis rencontra un homme nommé Max Beauvoir. Beauvoir était un expert en vaudou haïtien et avertit Davis que sa recherche de la personne zombie serait infructueuse, car ce n'était pas le poison qui faisait le zombie, mais un prêtre vaudou connu sous le nom de Bokor. Ensuite, Davis fut invité à assister à l'une de ces cérémonies vaudou plus conviviales pour les touristes cette même nuit et déclara ensuite qu'il était fasciné par la mambo, ou prêtresse vaudou, qui dessinait des symboles sur le sol pour invoquer les esprits, tandis que les lamentations et les chants résonnaient dans le village. La prochaine étape de Davis fut de rencontrer Marcel Pierre, un prêtre vaudou auquel on avait assuré qu'il pouvait créer un poison zombie. Il lui dit que S.A. Sponsor en Amérique pourrait lui payer des milliers si le poison était réel, car il s'intéressait à ses usages pharmaceutiques potentiels. Après quelques fanfaronnades entre les hommes, Marcel Pierre, qui s'était initialement opposé à l'idée, accepta finalement de fabriquer un poison zombie. Les ingrédients se révélèrent être extrêmement macabres et incluaient l'exhumation du corps d'une fillette de 3 ans de sa tombe. Ils travaillèrent de nuit et, après avoir frotté une substance huileuse sur sa peau, Pierre écrasa la tête du cadavre en décomposition de la fillette avec ses mains et ajouta le contenu putréfié à un mélange contenant des plantes, la carcasse d'un crapaud et un grand ver marin qui avait été préalablement placé dans un bocal et enterré dans le sol jusqu'à ce que la créature meure de rage. Plusieurs poissons avaient été placés sur un grill pour être brûlés et tout le mélange fut broyé en une poudre, versé dans un bocal en verre et placé dans le cercueil avec le cadavre de la fillette, enterré dans le sol du temple de Marcel Pierre pendant 3 jours. Finalement, Davis avait son poison, mais juste avant son retour aux États-Unis et de manière assez coïncidente, Davis faisait une promenade lorsqu'il tomba sur un champ de plantes qu'il reconnut. C'était un champ entier de Datura stramonium. Après son retour à Harvard, Davis envoya immédiatement son poison au laboratoire ainsi que des échantillons des ingrédients pour des analyses toxicologiques. Ses résultats furent fascinants. Ils découvrirent que les plantes avaient des effets physiologiques provoquant des éruptions cutanées, des plaies et des irritations. Le crapaud contenait une multitude de poisons, mais l'important
et que tous les symptômes correspondaient à ceux montrés par Clervius Narcisse avant sa mort. L'ajout du ver marin avait du sens logiquement, car le crapaud sécréterait plus de toxines s'il se sentait menacé, donc en plaçant les créatures ensemble dans un bocal et en les enterrant, elles ne mourraient pas seulement de rage, mais le crapaud était incité à produire une quantité dangereuse de toxines avant sa mort, simplement par la présence du ver dans le bocal. La véritable avancée est venue avec le poisson. L'espèce utilisée dans le poison était le poisson globe, ou fugu. La toxine du poisson globe, la tétrodotoxine, est l'une des toxines les plus vénéneuses connues. Ce effet inclut une réduction de la température, une sensation de picotement conduisant à un engourdissement, souvent donnant la sensation de flotter, une paralysie et des yeux vitreux, ce qui conduit finalement à un état comateux. Cependant, la pleine conscience est maintenue jusqu'à ce que la victime du poison meure ou se rétablisse selon la dose. Cela expliquerait non seulement pourquoi Narcisse pouvait se souvenir de tout concernant sa mort, mais expliquerait également comment il avait pu sembler vraiment mort aux médecins de l'hôpital. Davis enquêta sur le poison du poisson globe et trouva plusieurs CA de personnes mortes seulement pour revenir miraculeusement à la vie en route vers la morgue. Les plantes étaient utilisées comme irritants, une façon de créer une plaie et une blessure ouverte permettant aux toxines d'entrer dans le système sanguin. C'était brillant, cela avait beaucoup de sens. Ce qui semblait faux et aléatoire s'est avéré être une véritable recette pour créer des zombies vivants. Maintenant que Davis comprenait les propensions de la zombification, il se sentit poussé à en comprendre la signification et, à travers sa quête, il découvrit les sociétés secrètes Vodou Bazongo. Ces sociétés tracent une ligne de droit et de rituels descendant des groupes occultes d'esclaves évadés pendant la domination coloniale française. Ces groupes d'hommes et de femmes qui pratiquaient leurs traditions culturelles dans les montagnes finiraient par former une milice qui joua un rôle crucial dans la lutte de la rébellion. Maintenant, ces traditions survivent comme des sectes religieuses secrètes qui se réunissent dans des temples sombres pendant l'obscurité de la nuit, offrant des offrandes dans des cercueils éclairés par la lumière du feu, tandis que les tambours résonnent et que les prêtres chantent. Les Bazongos protègent et surveillent leur propre communauté. Comme ils l'ont dit directement à Davis pendant son séjour en Haïti, les Bazongos peuvent être doux comme le miel et amers comme la bile, et la zombification est une sorte de forme de châtiment capital des Bazongos. Narcisse savait qu'il avait offensé la communauté et comprenait son châtiment dans le contexte du vaudou. Il accepta son sort en tant que zombie et, comme le dicte le vaudou, il était devenu ce qui est absolument redouté par les sociétés du monde entier, les morts vivants. Davis était fasciné par la complexité de la zombification en Haïti et par le fait que ces pratiques apparemment mystiques avaient des bases scientifiques solides. Il comprit que la zombification n'était pas seulement un processus physique, mais aussi un outil de contrôle social profondément enraciné dans la culture et les croyances haïtiennes. Les zombies n'étaient pas seulement des victimes d'un poison, mais des symboles puissants de la justice et de la rétribution communautaire. En rentrant aux États-Unis, Davis publia ses découvertes dans un livre intitulé The Serpent and the Rainbow, où il explora en profondeur les aspects scientifiques et culturels de la zombification en Haïti. Son travail mit en lumière comment la science et la croyance peuvent s'entrelacer de manière inattendue et il contribua à une compréhension plus large et plus nuancée des pratiques vaudou. Cependant, malgré les explications rationnelles fournies par Davis, le mystère et l'aura surnaturelle entourant les zombies continuèrent de captiver l'imagination populaire. Les histoires de Clervius Narcisse et d'autres comme lui restèrent des témoignages poignants de la complexité de la culture haïtienne et de la puissance des mythes et des légendes dans la formation de la réalité perçue. L'histoire de Narcisse et de la zombification en Haïti rappelle que la peur de l'inconnu et la quête de comprendre l'inexplicable sont des aspects fondamentaux de l'expérience humaine. Et bien que la science puisse fournir des réponses à certaines questions, il reste toujours une part de mystère et d'incompréhension qui nourrit notre fascination pour les phénomènes paranormaux. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez parler de zombies ou de vaudou, rappelez-vous de Clervius Narcisse et de Wade Davis, et de l'incroyable voyage qu'ils ont entrepris pour découvrir les vérités cachées derrière l'un des mystères les plus captivants du monde.